Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, dans ce premier épisode dédié aux caméras astro, on va parler de ces caméras astro. Pourquoi il existe une telle variété, à quoi elles servent, quelles sont leurs caractéristiques, et surtout, comment bien la choisir. Alors ça, on le verra au fur et à mesure des épisodes. Mais dans cet épisode-là, on verra déjà le b.a.-ba sur les caméras, afin déjà de pouvoir avoir une idée de vers quelle caméra s'orienter en fonction de l'usage qu'on va en faire. Mais ça, ce sera juste après le générique. C'est parti! Alors, souvent, quand on commence l'astrophotographie, on commence par l'APN. L'APN tel que celui-ci, mon Canon 200D, au format APS-C, voire des produits un peu plus luxueux, tels que ce Sony A7S. Mais l'astrophotographie à l'APN, c'est très bien, mais il y a un certain défaut relatif à ces appareils photo. Donc le premier défaut, c'est que de base, les appareils photo ne sont pas défiltrés. Et ils ont un filtre infrarouge qui coûte pas trop cher à fabriquer, mais en contrepartie, il coupe énormément de rouge. Et nous, dans le ciel, l'élément le plus abondant de l'univers, c'est l'hydrogène, et l'arrêt d'émission H-alpha, et les rouges. Et malheureusement, le filtre IR des appareils photo coupe une bonne partie du H-alpha et du S3, donc du soufre 3 fois ionisé, qui est un rouge encore plus sombre. Et l'inconvénient de ça, c'est que pour avoir par exemple une belle photo d'une nébuleuse telle que la tête de cheval, c'est un peu compliqué à l'APN. Parce qu'on perd énormément de signal à cause de ce filtre. Alors il existe une solution, c'est de défiltrer l'appareil photo et de mettre un filtre IR qui va bien, un filtre IR astronomique, qui lui laissera passer beaucoup plus de rouge, voire même un peu d'infrarouge. Et du coup, on peut parler du défiltrage total ou du défiltrage partiel. Et là, ça résout le problème de l'H-alpha. Mais les appareils photo, ils ont un deuxième défaut, c'est le bruit. Et ce bruit, il est lié à la température. Et malheureusement, les appareils photo, ils sont pas refroidis. Et donc, on se retrouve avec pas mal de bruit thermique sur les photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps de pause est long, plus le bruit électronique, plus le capteur va chauffer, et plus on aura ce fameux bruit sur les capteurs. Et c'est pour cela que des caméras astro telles que celles-ci ont été inventées, parce que donc d'une part, comme on peut voir ici, on a cet étage-là de refroidissement. Donc en fait ici à la base, il y a un ou deux modules Peltier qui permettent de refroidir le capteur. Et on a cette grosse zone plus un ventilo pour extraire la chaleur extraite par les étages Peltier. Et deuxièmement, donc cette caméra par exemple, elle a une vitre de protection du capteur qui laisse tout passer. Donc aussi bien les infrarouges que le proche infrarouge, et évidemment elle laisse très bien passer le S3 et le H-alpha. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène émet pas dans une seule raie, mais il émet sur plusieurs raies. Donc c'est pour ça que pour l'hydrogène qui est le plus abondant dans l'univers, donc on a le rouge très sombre qui est le H-alpha, mais il y a aussi une espèce de bleu plus ou moins
pas turquoise, mais voilà, proche du turquoise, qu'on appelle le H-bêta. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Et donc voilà le principal intérêt des caméras astronomiques. Elles permettent de récupérer la plupart du temps tout le spectre, enfin, sauf celles qui ont donc, parce qu'en fait la vitre qui est à l'entrée du capteur, elle peut couper ou pas l'infrarouge. Ça dépend des caméras et de leur usage. Donc en général, les monochromes, elles auront une vitre claire qui laisse tout passer. Et certaines caméras à couleur, elles auront donc une vitre de protection du capteur qui, elle, parfois, va couper l'infrarouge. Donc voilà pour la petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ces caméras, elles sont spécialement conçues pour les applications d'astrophotographie. Donc là, on peut avoir des temps de pause de la durée qu'on veut. Alors, c'est pas complètement vrai. Et puisque donc voilà, une caméra telle que celle-ci, elle est quand même limitée à 1000 secondes, soit à peu près 16 minutes. Et il en va à peu près de même pour celle-là. Celle que j'ai là, elle a un temps maxi qui est plus court, de l'ordre de quelques minutes. Donc voilà, on ne peut pas faire des pauses d'une durée infinie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, de toute façon, ce qui va nous limiter en temps de pause, ce n'est pas tellement les caméras, mais la qualité du suivi de notre monture. Parce que donc, à moins de mettre en place de l'autoguidage, tel que c'est le cas ici sur cette lunette guide, ou ici sur ce dispositif Orax, on aura l'occasion d'en parler, le suivi, même de la meilleure monture au monde, n'est jamais parfait. Les meilleures montures permettent un suivi sans autoguidage de l'ordre de 15 minutes. Mais si vous prenez une monture telle qu'une NEQ5, voilà, avec 600 mm de focale, si vous faites 30 secondes sur une cible qui est basse à l'horizon, proche de l'écliptique, ce sera déjà pas trop mal. Alors voilà, si on soigne la mise en station, si on a une mécanique bien réglée, on pourra pousser jusqu'à 2 minutes. Mais voilà, par exemple quand on fait du SHO, donc avec une roue à filtre, pour avoir donc de la bande étroite sur justement les 3 ou 4 raies d'émission du soufre, de l'hydrogène et de l'oxygène. Là, clairement, ces filtres laissent passer très peu de lumière et donc il faut faire des pauses de 5 minutes, 10 minutes. Et donc on voit que, voilà, à moins de s'offrir une monture à 10 000 €, sans autoguidage, on ne va pas y arriver. Mais bon, avant d'aborder tous ces sujets d'autoguidage et ainsi de suite, on va déjà commencer par le b.a.-ba. Alors là, sur ces 3 caméras, vous voyez, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elles ont des tailles différentes. Forcément, pour avoir du refroidissement, il faut une caméra un peu plus conséquente. Et pareil, cette caméra-là a un capteur au format micro 4/3. Donc c'est plus petit que celle de mon Canon 200D, qui est un APS-C. Et c'est encore beaucoup plus petit que celle de mon Sony A7S, qui est un plein format. Mais dans le domaine des caméras astro, c'est déjà un capteur d'une taille assez conséquente. Et on trouve voilà, des caméras ici qui sont donc ou coulant 1 pouce 1/4. Donc elle, voilà, clairement on peut remplacer un oculaire d'1 pouce 1/4 par cette caméra-là. Et celle-là, elle est fournie, vu qu'elle a un gros capteur, elle est fournie avec un pas de vis spécial qui permet de lui mettre une bague de connexion en 2 pouces. Ensuite, parmi ces 3 caméras, celle du milieu, celle-ci, c'est la seule à être couleur. Celle-ci et celle-ci, elles sont monochromes. Donc ça, c'est une autre caractéristique. Alors pourquoi
prendre des caméras monochromes à la place des caméras couleur. Tout simplement parce que les caméras monochromes sont plus sensibles. Elles n'ont pas de filtre en entrée, elles n'ont pas de matrice de Bayer comme les caméras couleur. L'idée, c'est de faire défiler devant la caméra le filtre qui va bien. Et donc, par exemple, un filtre rouge, un filtre vert et un filtre bleu. Et avec ça, derrière, reconstituer les 3 couches de couleurs pour avoir une photo couleur. Alors, l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup plus de boulot et beaucoup plus de temps d'acquisition. Mais voilà, avec le même capteur, avec la même résolution, une caméra monochrome, du coup, permet d'avoir des images 2 fois plus fines, 2 fois plus détaillées qu'une caméra couleur, parce que une caméra couleur, elle aura, voilà, sa couleur est faite par 4 pixels. Et généralement, donc c'est 2 verts, un bleu et un rouge. Ensuite, si on continue un petit peu dans les caractéristiques, ici on voit un connecteur micro USB-C. Là, sur celle-là, on voit donc ici un connecteur USB bleu. Bleu, ça veut dire que c'est de l'USB 3. Et on a un petit hub avec 2 connecteurs USB 2. Et donc du coup, ici par exemple, si j'aurais voulu gérer à la fois une caméra hors axe et une éventuelle roue à filtre, ce petit hub ici permet de connecter directement ces 2 périphériques sur la caméra. Et donc ça permet d'aller juste avec un seul câble vers le PC. Donc avoir un câble d'autoguidage, avoir un câble pour la caméra, un câble pour la monture, tout ça, ça fait beaucoup de câbles. Mais évidemment, donc sur cette caméra, vu qu'elle est couleur, une roue à filtre n'a aucun intérêt. Donc du coup, c'est pour ça qu'en général, j'utilise une petite lunette d'autoguidage. Alors, souvent, les gens veulent une caméra qui permet de tout faire. En fait, on a 4 types d'utilisation. Donc on a les caméras qui sont pour le all sky. Donc en fait, pour pouvoir regarder tout le ciel. Bon, sur cette caméra, si je la dévisse, ici je peux mettre une bague adaptatrice et par-dessus un objectif. Et donc elle, de base, elle est fournie déjà avec un tout petit objectif. Et donc là, on a la configuration qui va bien pour surveiller tout le ciel. Donc c'est un petit objectif fish eye et lui permet de regarder le ciel 360 degrés à la ronde. Et donc l'avantage, c'est par exemple si on a un observatoire, dans le jardin, ça permet de piloter ces instruments à distance et avec ça de surveiller la météo. Et par exemple, dès qu'on voit qu'il y a des nuages qui arrivent, du coup on peut, si tout est automatisé, envoyer les ordres pour fermer la coupole ou fermer l'observatoire pour le protéger de la pluie. Parce que s'il y a des nuages, potentiellement il peut pleuvoir. Et on sait très bien que le lot et l'astronomie, ça fait pas bon ménage. Deuxième chose, comme lui, il permet de surveiller le ciel, si on met une fréquence d'acquisition assez rapide, et là du coup, on va pouvoir voir les météores qui passent dans le ciel. Donc météores, c'est quand ils sont dans le ciel, et météorite, c'est quand un météore touche le sol. Donc voilà, pendant sa chute, si jamais il arrive à atteindre la Terre, le météore change de sexe et devient une météorite. Bon, petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, donc avec ça, on peut surveiller une grosse portion du ciel. Justement, par exemple, surveiller les météores. Et donc du coup, après derrière, faire un time-lapse d'une pluie de météores, si on accélère toutes les images acquises. Donc voilà, ça peut être un usage. Mais à la base, quand on fait du all sky,
c'est pour surveiller le ciel, pour voir s'il n'y a pas les nuages qui arrivent, pour ceux qui ont un observatoire complètement automatique et à distance. Donc l'intérêt d'avoir un observatoire totalement automatisé, c'est justement de pouvoir le gérer sans y être physiquement. Donc voilà. Et petite parenthèse, donc celle-ci aussi, elle est en USB 3. Alors c'est pas par hasard, puisque voilà. À la base, c'est l'une des rares caméras qui permet de tout faire. Donc du All Sky Meteor, elle a des tout petits photosites, donc de 2,4 micromètres. Donc du coup, elle permet de faire du planétaire. Elle a un capteur qui fait 6 mégapixels. Donc le capteur est quand même d'une taille honorable. Hein, c'est pas une ASI 120 mini qui elle a un capteur rikiki tout minuscule. Là voilà, le capteur il n'est pas très gros, mais on voit que voilà, il a quand même une certaine surface. Il a 6 mégapixels, donc avec ça on peut déjà commencer à faire du ciel profond. Par contre, le ciel profond, c'est de la pose longue. Et le défaut de cette caméra, c'est qu'elle n'est pas refroidie dynamiquement. Donc voilà, elle dissipe la chaleur. Pour ça, toutes les caméras Astro sont justement faites en aluminium pour pouvoir bien évacuer la chaleur. Parce que moins il y a de chaleur sur le capteur et sur l'électronique, et moins l'image sera bruitée. Mais bon, voilà, elle n'est pas refroidie. Donc ça oblige à faire les darks dans la foulée, idéalement un petit peu en début et un petit peu à la fin de chaque séquence d'acquisition de photos. Comme ça on a une température moyenne. Ça permet d'avoir des flats, enfin des darks qui voilà, prennent en compte la température initiale et la température finale. Mais bon, voilà, on va pas s'étendre pour l'instant plus sur le sujet. Quoi qu'il en soit, voilà, elle permet de faire les 4 modes. Et donc j'avais dit 4 modes, donc il en manque un. Voilà, le 4e mode, c'est le mode autoguidage. Donc là, en dévissant ça, et en la vissant sur une lunette guide, elle permet de faire de l'autoguidage. Alors, on va pas s'étendre trop sur le sujet, mais il y a deux manières de faire de l'autoguidage. Par l'EQ mode, donc du coup en passant par la prise USB. Donc ici j'ai ma prise USB 3. Et on peut aussi faire de l'autoguidage par la petite prise ici sur le côté, c'est un port ST4. Clairement, non. À la base, ça a été conçu pour faire de l'autoguidage, le port ST4, mais dans la pratique, en EQ mode via l'USB, ça donne de bien meilleurs résultats. Donc voilà, je dirais que c'est plus un gadget qu'autre chose. À l'époque où c'est sorti, c'était bien, mais bon. Aujourd'hui, il y a mieux. Et en soi, voilà, c'est pas un critère déterminant, puisque donc voilà. Si je prends par exemple cette caméra qui, elle, pour le coup, est pratiquement dédiée à l'autoguidage. Donc elle aussi, elle a un port ST4, donc c'est le port noir qui est ici. Mais dans les faits, voilà, je fais jamais l'autoguidage par le port ST4. Je le fais toujours en EQ mode via l'USB. Donc là, l'USB sert juste à envoyer l'image de la caméra au PC ou à l'ASIER. C'est le PC qui va gérer tout seul l'autoguidage via un port, via l'EQ mode. Parce que si par le port ST4 on envoie des ordres de correction dans un sens, alors que l'EQ mode envoie des ordres de pilotage dans un autre, voilà, vous comprenez que ça peut plus ou moins bien marcher. Bon, c'est fait pour, ça marche, mais c'est quand même beaucoup mieux si tout passe directement par l'EQ mode. Alors, si on continue au niveau des caractéristiques, là on a parlé du côté physique.
Donc comment brancher la caméra donc en 1 pouce 1/4 ou en 2 pouces. On a parlé de la couleur ou monochrome, on a parlé de la connectique, donc USB 2 qui est lente et USB 3 qui est beaucoup plus rapide. Évidemment, je vous recommande de prendre que des caméras en USB 3 parce que donc, quand on fait du planétaire, pour entre guillemets figer l'atmosphère, on a besoin de faire des vidéos très rapides. Et donc l'USB 2 ne permettra pas de transférer à haut débit. Alors qu'avec l'USB 3, on pourra transférer les images depuis la caméra jusqu'au PC beaucoup plus rapidement. Et donc ça évitera de perdre des images. D'ailleurs en rapport avec ça, certaines caméras ont, celle-là elle l'a pas, mais la grosse caméra que je vous ai montrée, elle a un buffer, elle a de la RAM. Et donc du coup, quand l'USB 3 n'arrive pas à suivre, puisque c'est quand même du 20 mégapixels, là voilà, les 20 mégapixels à 120 images par seconde, par l'USB 3 ça passe pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a des caméras qui ont un buffer et d'autres qui n'en ont pas. Et celles qui n'en ont pas vont immanquablement perdre des frames. Alors voilà pour ce qui est de l'introduction du sujet en rapport avec les caméras astronomiques. Bien sûr, là on a fait qu'effleurer le sujet puisqu'on n'a pas parlé du plus important, à savoir le capteur, puisque c'est lui qui fera tout le boulot. Et donc du coup, le capteur, lui, voilà, il y a un certain nombre de choses à savoir. Le nombre de bits au niveau de la profondeur de l'image. On a évoqué un petit peu le sujet de la résolution et des photosites, mais bon, on peut le creuser. On n'a pas parlé des différents problèmes en rapport avec la lecture du capteur, les bruits, l'home glow, la lueur d'amplification. Voilà, il y a tout un tas de choses à savoir pour bien choisir sa caméra. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Bon voilà, donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'a priori la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Beaucoup de personnes d'ailleurs recherchent mes vidéos en tapant des gastronomies dans Google. Donc c'est bien, ça me permet d'être mieux vu par Google. Mais bon, au lieu de chercher, voilà, quand vous voyez une de mes vidéos, quand elle vous plaît, voilà, n'hésitez pas à regarder au niveau de ma chaîne quels sont les autres contenus. Il y a quand même aujourd'hui 70 vidéos, donc je pense qu'il y en a pour un petit peu tous les goûts. J'aborde quand même pas mal de sujets, que ce soit donc l'astrophotographie à l'APN, à la caméra. Il y a bientôt une playlist qui va sortir sur l'ASIR. Il y a toute une playlist généralité où je détaille tout le b.a.-ba de l'astronomie, donc en fait une playlist dédiée à tout ce qui débute. Il y a des lives, donc normalement voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à regarder les différentes playlists, n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos qui existent sur cette chaîne. Et si le cœur vous dit, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans cette aventure qui est YouTube. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, quand je regarde la zone de commentaires, les rares personnes qui commentent, c'est pour me demander des conseils. L'époque où j'avais des commentaires bienveillants est visiblement révolue. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous voulez soutenir cette chaîne, contribuer à ce qu'elle se développe, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à en parler autour de vous, à poster les liens de mes vidéos sur vos réseaux sociaux afin que d'autres personnes puissent les découvrir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon ciel, ciao!